Bon, bah, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le grand plaisir non seulement d'avoir participé un tout petit peu à l'élaboration de ce salon et de cette conférence, mais aussi d'animer donc cette conférence aujourd'hui. Euh, alors, en guise d'introduction, je vais vous parler un petit peu de GS1 parce que quand on a un salon qui s'appelle Tech for Retail, ça nous parle forcément beaucoup. Euh, j'ai lu une fois voilà, un truc sur l'anthropologie qui disait que finalement la première technologie des êtres humains, c'est le langage. Et d'une certaine manière, ce que fait GS1, ça a été être la première technologie, le premier langage du retail. Et donc ça fait une cinquantaine d'années maintenant que le retail utilise le langage GS1. Et c'est intéressant de voir la transformation qui est à l'œuvre. Alors c'est l'objet de cette conférence. Ce qu'on voulait montrer, c'est que depuis 50 ans, le langage GS1 s'est beaucoup sophistiqué. Et il a servi à un modèle initial. Ce modèle, c'est la production de masse, la consommation de masse, la distribution de masse. Ce langage, il a permis d'optimiser énormément les chaînes logistiques, d'optimiser sans cesse pour gagner en performance, et une performance très centrée sur la quantité. Et ce modèle qui a été créé, il a été très bénéfique sociétalement. Aujourd'hui, le retail a donné accès à plein de gens, à plein de produits de consommation, et d'une certaine manière, un certain nombre de questionnements qu'on n'avait pas ces 50 dernières années, qui aujourd'hui sont très présentes. L'objectif de cette table ronde, c'est de partager des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, et puis pour ce qui concerne ce langage, vous montrer que ce langage, il est en train de se complexifier énormément. En train de se doter d'une certaine manière de nouvelles dimensions. Alors attaché au corps de GS1, il y a le code barre. Le code barre qui est un symbole d'une consommation du passé, qui est largement réutilisé pour ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cette notion de langage, et notamment au centre de cette notion de langage, la question de l'identification, c'est quelque chose d'absolument majeur. C'est une particule élémentaire de toute la data que le retail partage. Parce que ce qu'on considérait comme identique il n'y a pas si longtemps que ça, deux produits qu'on voyait en rayon qui étaient les mêmes, des fois deux produits en rayon qui n'étaient pas les mêmes, étaient quand même, quand ils passaient en caisse, au même prix et considérés comme les mêmes dans une chaîne logistique. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a des problématiques de seconde main, on a des problématiques de recyclage, de réutilisation des matières premières. Et là où on disait, finalement, un produit, il a le même code barre, le même gen code en France, donc il est le même. Aujourd'hui, c'est plus du tout ces problématiques qui s'affichent. Et on va voir avec nos intervenants ce qui est en train d'arriver sous plusieurs angles. Déjà, l'émergence de nouveaux modèles où on voit qu'un premier paradigme est en train de disparaître. Celui où, il n'y a pas si longtemps, quand on achetait un produit, on achetait la marque et on reconnaissait la marque. Aujourd'hui, on va commencer à consommer plutôt sur des critères des produits. Et donc l'information, ce n'est pas juste une dénomination produit, une marque, un prix, c'est beaucoup plus que ça. C'est les ingrédients, on va voir que c'est de plus en plus d'autres valeurs, des valeurs, disons, de description produit qui sont sur des dimensions environnementales, sociétales, sur des notions d'origine. Et la consommation a déjà commencé sa transformation de ce point de vue-là. Ça génère énormément de données, bien entendu, parce qu'il faut apporter jusqu'au consommateur ces données pour le faire. On verra aussi qu'avec finalement des technologies qui ont servi des modèles très quantitatifs, on peut aussi convertir les modèles vers des modèles de la location, par exemple. C'est l'exemple que donnera Luc pour Decathlon. Et puis, en dernier intervenant, parce que je suis infiniment convaincu que c'est très très important d'avoir ça dans la tête, une intervention de Ilias Iacovidis, qui est à la Commission européenne et qui, je le présenterai un peu plus tout à l'heure, vous présentera les enjeux réglementaires à venir. Comment les citoyens européens vont, grâce à ces règlements, pouvoir avoir accès à une information sur les produits qui va guider leur consommation. C'est une vague extrêmement importante qui est en train d'arriver et je pense que c'est très important que l'écosystème du retail en ait conscience. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter Nathan avec l'exemple de la fourche. Ah, Ilias, by the way. D'écouter Nathan et nous présenter cet exemple de la fourche qui est effectivement un nouveau modèle du retail intéressant à partager.
Merci beaucoup. Je m'appelle Nathan Labatte, je suis donc le cofondateur et le CEO de La Fourche, qui est merci, qui est une épicerie bio en ligne, un magasin, un supermarché bio en ligne avec un système un peu spécial. Et en fait, on a créé La Fourche vraiment pour démocratiser la consommation responsable. On a eu cette idée avec trois amis, enfin on est trois amis à avoir monté ça il y a 3 ans, avec un certain succès depuis. Et en fait, notre idée au départ, c'était vraiment de se dire qu'il y avait une transition écologique, une transition alimentaire, que chaque Français aujourd'hui a une certaine conscience en fait écologique et voilà, qui est dans l'air ambiant, mais il n'y avait pas vraiment d'accessibilité à ces produits-là. On marche toujours, c'est un petit secret de polichinelle, mais on marche toujours sur du Coca et du Nutella à 15% de marge, voire moins, et on marche beaucoup plus sur des produits engagés. Et en fait, on voulait vraiment shifter et permettre à chaque Français, à la classe moyenne, entre guillemets, de pouvoir mieux consommer, de pouvoir vraiment avoir une consommation engagée. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a réfléchi à notre business model. Et donc, La Fourche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un supermarché qui a un modèle très spécial. Si je vais résumer, ce serait un mélange, un joyeux mélange entre Costco, qui est un modèle de retail que vous connaissez aux États-Unis, j'imagine, qui est un modèle de membership, d'adhésion, et Biocop, dans le sens où on a un engagement sur la qualité de produit et sur chaque marque et chaque produit que l'on référence qui est très fort. Alors, comment ça marche La Fourche? On est vraiment un club de membres. Pour accéder au catalogue, ça coûte 60 euros par an. Et en fait, cette adhésion vous permet d'économiser sur chaque commande entre 20 et 25% par rapport, on va dire, au prix magasin classique. Ce qui caractérise aussi La Fourche, c'est vraiment la collaboration et la co-création qu'on a avec l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de nos membres. Et en fait, j'y reviendrai parce que la donnée dans cette collaboration est aussi fondamentalement importante parce qu'elle permet justement de guider les choix des consommateurs. Et nous, on a ce rôle de collaboration pour leur permettre de guider, de pousser vers des bons choix ou des choix qui sont mieux disants pour la planète, pour les producteurs et pour eux-mêmes. Le deuxième aspect de La Fourche, c'est vraiment la sélection. Donc bien sûr, on est un magasin bio, donc on peut s'avantager de la GSS et on fait seulement des produits bio. Mais on a une politique de curation, de sélection qui est vraiment très forte, avec vraiment où on va sélectionner 1 à 2 marques par unité de besoin. Et donc on va éviter ce foisonnement de marques qui en fait perd le consommateur devant 10 000 labels, 10 000 justement produits qui ont à peu près le même prix, à peu près la même tête. Et donc nous on fait ce rôle de sélectionneur pour le consommateur. Et donc on le fait bien sûr pour des marques nationales, mais depuis 2020 on a aussi développé notre propre marque La Fourche, donc depuis octobre 2020, depuis à peu près 1 an. Et donc la troisième chose, la troisième vraie la feature de La Fourche, c'est vraiment le côté mass market. En fait, on a créé La Fourche pour vraiment avoir un impact, comme je disais, sur la classe moyenne. Et aujourd'hui, c'est un peu le résultat. C'est-à-dire que nos adhérents, en termes de catégories socio-professionnelles, sont vraiment au milieu de la classe moyenne, que ce soit en termes de revenus par foyer, etc. Et ils sont partout en France. On a 70% de nos membres qui sont hors des 100 plus grandes villes de France. Donc voilà, c'est une petite donnée qui montre qu'en fait, on fait vraiment ça pour tout un chacun. Et donc, on a, dès le début, enfin vraiment au moment où on a commencé au moment où on a vraiment lancé La Fourche, en fait, la transparence a été vraiment, c'était vraiment une de nos valeurs premières. Et donc, on a été, je pense, les premiers à faire beaucoup de choses sur la donnée produit. Et justement, grâce à des données produits un peu plus granières que les autres, on est extrêmement transparent sur les origines, contrairement à ce que vont faire la plupart des distributeurs. Si on a un miel qui est bio mais qui vient de Bulgarie, on va écrire qu'il vient de Bulgarie. Parce qu'en fait, on doit aux consommateurs cette transparence-là, même si ce n'est pas forcément marketing. C'est un vrai exemple. On a été les premiers en France à introduire le score Yuka sur chacun de nos produits ou le Nutri-Score sur chacun de nos produits. Maintenant, tous les drives de France, je pense, ont adopté le Nutri-Score. Et on est, je pense, aussi les premiers à avoir testé et à avoir participé à la méthodologie de l'EcoScore, qui est un score carbone, un score global, qui permet aussi d'évaluer les produits un peu à la mode du Nutri-Score sur en fait, la durabilité de nos produits. Et en fait, cette transparence-là, elle est vraiment au sein de ce qu'on fait, mais elle nous permet aussi de driver en fait un category management qui est aussi très database entre guillemets. Ça nous permet vraiment justement de pousser cette transparence auprès de nos fournisseurs et donc d'avoir une collaboration aussi très très forte avec eux pour aller récupérer de la donnée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et sachant qu'on a en moyenne beaucoup moins de fournisseurs, justement parce qu'on a une politique de sélection très forte, ça nous permet de développer des partenariats beaucoup plus forts avec eux et qui va justement sur cette recherche de données
pour aller plus loin et pour aller comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se cache dans un produit. Parce que derrière 2 boîtes de conserve de tomates, il peut y avoir des tomates qui viennent de Chine, transformées en Italie et marketées comme étant fabriquées en Italie, ou des tomates voilà, qui ont été faites à 10 km de l'usine italienne. On a aussi un très fort impact de la donnée produit dans la relation avec nos adhérents, parce qu'en fait on a des boucles de feedback sur des produits qui sont directement liés à cette donnée granulaire produit. Et enfin, en fait ça va vraiment driver nos choix d'assortiment. C'est-à-dire que en fait, par rapport à un retailer classique, je pense qu'on regarde vraiment chaque donnée produit, notamment l'origine, les ingrédients, le taux de sucre, etc., pour justement orienter notre catégorie et avoir en fait un assortiment par catégorie qui est mieux disant que ce qu'ont faire la plupart des distributeurs. Et en fait, pour revenir un peu à ce que François disait, c'est vrai que on est aujourd'hui dans un monde, moi j'appelle ça un monde post-Yuka, entre guillemets. Voilà, c'est un monde qui a un peu changé, où le consommateur, en fait, grâce à la donnée produit, il va pousser toute l'industrie à se transformer. On le voit sur le Nutri-Score où maintenant les industriels vont aller chercher du Nutri-Score B ou A parce qu'il y a un vrai uplift des ventes en fonction du Nutri-Score. Et on voit aussi que, notamment un autre exemple dans la cosmétique, le score Yuka c'est devenu un standard de cosmétique où si vous n'avez pas un good ou very good sur Yuka, vous ne sortez pas votre produit cosmétique. Donc il y a vraiment déjà cette donnée en fait très, très forte qui a permis de donner un nouvel élan à l'industrie, notamment à la manière dont on développe des produits. Et en fait, alors là, bien sûr, c'est un sondage La Fourche, donc c'est une population assez engagée, on va dire. Mais vous voyez que la marque, effectivement, ce que disait François, la marque est devenue quelque chose qui n'est vraiment pas regardé par le consommateur. Et en fait, c'est vraiment les données produits granulaires qui vont être évaluées par le consommateur pour décider d'un acte d'achat. Notamment donc l'origine des produits et la liste d'ingrédients qui sont devenus vraiment des basiques en fait dans le choix d'un produit. Et donc ce choix en fait et ce push en fait client, ça va aussi permettre de différencier au sein de chaque catégorie les différents acteurs. Maintenant aujourd'hui un FMCG peut plus se permettre justement de ne pas donner cette transparence au consommateur parce que c'est ça qui va driver son choix. Et donc ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc tout le monde connaît Yuka, tout le monde connaît Nutri-Score. Nous, ce qu'on a essayé de pousser, c'est d'aller un cran plus loin, qui est d'aller au-delà du côté santé, aller sur un côté systémique de est-ce qu'un produit est bon ou pas pour la planète. Et donc du coup, on a besoin, en fait, quand on va réfléchir à ça, d'une donnée encore plus granulaire que ce qu'on a aujourd'hui avec le Nutri-Score ou des scores qui sont nutritionnels. Parce que le Nutri-Score, en fait, c'est assez facile. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais ça se base vraiment sur des données étiquettes qui sont déjà disponibles sur chaque produit. Et c'est aussi la simplicité qui a vraiment en fait créé justement cette adhésion pour Yuka ou pour le Nutri-Score. Quand on veut passer à un score, on va dire écologique, on a une complexité qui arrive en fait dans la prise de décision et dans la simplification de la décision qui est beaucoup plus importante. On doit vraiment regarder l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de la production à la transformation, au transport, à donc l'usage et au recyclage. Et en fait, on a un cycle de vie qui est extrêmement complexe et qui ne prend pas en compte d'ailleurs tous les aspects liés à la biodiversité, liés aux intrants, etc. Et donc en fait, on se retrouve avec une multitude de données et en fait, cette transparence écologique, en fait, ça va nécessiter justement un shift très très fort de la plupart des acteurs pour justement donner cette donnée produit aux consommateurs. Et donc ça implique plusieurs choses. Ça implique une transparence forte, ça implique de réduire la complexité et ça implique aussi d'aller effectivement de manière beaucoup plus granulaire dans la donnée parce qu'en fait sur un même produit on pourra avoir des systèmes de transformation et des acteurs totalement différents. Le produit se ressemble énormément, mais en fait l'impact carbone de ce produit et l'impact nutritionnel peut être le même, mais l'impact carbone de ce produit pourrait être totalement différent selon les méthodes de production, de transport, etc. Donc voilà, donc ça c'est un vrai enjeu pour les années qui suivent. Et effectivement, malgré tout, les consommateurs sont en très très forte demande. Là, non, c'est la suite de nos petits sondages internes. Mais en fait, donc on a analysé un an après l'impact de l'éco-score, ce score CO2 qu'on a mis en place, ce score carbone qu'on a mis en place en janvier 2021. Je pense qu'on a fait l'étude 8 mois après. En fait, il y a 70% des gens qui s'en souviennent. Il y en a plus de la moitié qui pensent que justement c'est une donnée qui est plus importante encore que le Nutri-Score. Et surtout, la vraie chose, c'est qu'il y a 95% des gens qui veulent que ça devienne obligatoire pour l'ensemble des acteurs
de la food. Donc il y a une vraie adhésion en fait à cette transformation de l'industrie. Et donc du coup, entre guillemets, on n'y coupera pas. Donc on compte sur des gens comme François pour pousser à ça aussi. Et puis dernière chose, c'est si vous voulez aller encore plus loin, et nous c'est ce qu'on essaie de faire, et à la Fourche on essaie toujours d'avoir un petit temps d'avance. On a commencé effectivement sur l'ensemble des produits à pousser l'éco-score, mais en fait au fond tout ce qu'on se dit aussi c'est que de plus en plus l'industrie elle est passée de marque au consommateur. Nous on va aller encore plus loin avec le consommateur, et donc on a vraiment créé une manière collaborative, un peu à la mode de C'est qui le patron, de créer nos propres produits. Donc toute la marque La Fourche est créée via de la co-création, de la collaboration, mais où on a inséré effectivement une dimension prix, mais également une dimension CO2. Et donc ça permet à chaque consommateur d'évaluer l'impact carbone de chacun de ses choix. Et ce qui est assez incroyable, c'est au-delà des chiffres qui sont assez éloquents, on fait 13% de nos ventes avec 1% de nos références, c'est qu'en fait le consommateur fait le bon choix et choisit souvent un bon impact entre prix et on va dire biodiversité et impact carbone. Donc voilà, juste faites confiance au consommateur et normalement il fait les bons choix pour vous. Merci Nathan. Bon, on voit qu'on est assez loin de la vieille fiche produit avec une vingtaine d'attributs pour décrire les produits. Là, on est effectivement dans un schéma de plus en plus complexe, mais on voit cette inflation des données. C'est très intéressant de voir que le mode de sélection du consommateur va beaucoup reposer sur les datas et sur des datas de confiance entre tous les acteurs. Pour switcher sur un autre modèle, et aussi, je pense que Decathlon, je ne pense pas qu'il y ait un champion de l'utilisation des standards GS1 dans le monde qui soit devant Decathlon. Probablement qu'il y en a quelques-uns qui sont au même niveau. Mais Decathlon a été très très loin dans la capacité à optimiser sa supply chain. Voilà, ils font des inventaires avec des raquettes, ça se pratique un peu partout, c'est peut-être le côté sportif. Mais voilà, l'utilisation de la RFID a été très poussée en étant 100% basée sur les standards GS1. Mais voilà, ça a contribué à ce fameux modèle plutôt centré sur la massification de la vente. Mais au sein de de Decathlon, notamment en Belgique, Luc travaille à d'autres modèles. Et c'est ce qu'il va nous présenter et voilà, nous dire comment la dimension technologique pèse aussi dans la création de ces nouveaux modèles. Merci François. Bonjour à tous. Voilà. Un petit mot, je suis rentré chez Decathlon il y a un peu plus de 2 ans, aujourd'hui, dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model. Et après quelques mois d'écoute et d'observation, j'ai eu ce que je qualifie à chaque fois que je raconte cette histoire, une énorme révélation en fait, une énorme claque. Quelque chose de probablement très évident pour certains d'entre vous, mais moi ça m'a beaucoup bousculé. Il s'agit de quoi ? C'est dans le cas où on rentre dans une dynamique où on va permettre à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires. On va rentrer dans une dynamique qui est super vertueuse pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, la planète, Decathlon. Pourquoi ? Parce que plus on va conceptualiser, fabriquer et mettre à disposition, permettre à nos clients d'utiliser ces produits, des produits de plus en plus durables, plus on va pouvoir les mettre à disposition, les louer quelque part sur des termes de plus en plus longs. Et donc la rentabilité par produit va augmenter par rapport à une vente. Et ces gains de rentabilité, on peut les partager avec les clients en réduisant les prix, des locations ou de l'usage, et ou en améliorant la qualité des services, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, l'énorme claque pour moi, c'était quoi ? Que c'est dans un modèle où on passe de la propriété à l'usage, plus les produits sont de qualité, plus les prix diminuent, en mettant une pression positive sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Alors, fort de cette petite révélation, il s'agissait encore, avant de se mettre en mouvement vers un projet, d'essayer de traduire ça dans... Enfin, est-il possible de traduire cette équation vertueuse dans un modèle de prix ? Je vais vous donner un petit exemple. Vous connaissez, probablement que certains d'entre vous connaissent Patagonia, dont les produits sont garantis à vie. On va considérer dans mon exemple, pour aider à comprendre qu'ils sont garantis 10 ans, on pourrait à un moment déprécier la valeur des produits en fonction de leur durée de vie. Selon une équation, par exemple, valeur du prix de vente divisé par le nombre d'années de garantie. Chez Patagonia, ils ont une veste, pour vous éclairer un peu, à 280 €, une veste de randonnée imperméable, qui est garantie donc 10 ans dans mon exemple. On a quelque chose de très similaire chez Quechua, chez Decathlon, qui coûte 90 €, qui est garantie 2 ans. Si on applique la formule que je viens de vous dire, les 280 divisé par 10, 28 € pour la veste Patagonia, 90 divisé par 2 chez Quechua, on est à 45. Le produit plus durable coûte moins cher que le produit moins durable. Et donc on s'est mis en mouvement vers un projet très ambitieux sur base de cette révélation qui est de proposer
un abonnement à nos clients qui va leur permettre de tout utiliser. Le Spotify du sport, vous payez 20, 40 ou 80 euros par mois et vous pouvez absolument tout utiliser chez Decathlon. Un jour, un mois, un an, tant que vous voulez. Il y a deux contraintes. La première, c'est d'utiliser, si ce produit existe déjà dans le stock d'occasion, déjà dans le stock de WP Circulaire, c'est comme ça que s'appelle le projet pour le moment, c'est celui-là que le client devra utiliser et pas sortir un produit neuf. Et donc on a débloqué un petit budget en Belgique pour tester cette formule. On a pu accueillir 70 clients sur cette formule-là. On a proposé 3 formules d'abonnement, un abonnement à 20 euros par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 40 euros par mois pour un plafond de 1000 et un abonnement à 80 par mois pour un plafond de 2000. C'est quoi le plafond? Je prends l'exemple des 40 pour 1000. C'est le plafond, c'est le total de la valeur vente des produits dont le client peut disposer au même moment. Imaginons qu'il a pour 950 euros de matériel chez lui, vélo, raquettes et autres. Il veut aller faire du kitesurf ce week-end. Le kitesurf coûte 120 euros. 120 plus 950, il va dépasser son plafond, il ne peut pas. Il doit rapporter des produits pour venir chercher le kitesurf. On a adressé cette formule d'abonnement plus spécifiquement aux familles. Pourquoi les familles? Les familles, il y a des enfants, les enfants grandissent. Ils doivent changer régulièrement d'équipement parce qu'ils grandissent et ou parce qu'ils évoluent techniquement dans leur sport. Les familles veulent pratiquer des activités sportives parfois ensemble, du ski, du kayak, de la randonnée. Donc on avait le sentiment de répondre à un vrai besoin vers les familles où il y a beaucoup de gaspillage écologique et économique. Et on a mené ce test avec un objectif et pas un autre. C'était de capter des données pour essayer de trouver un modèle qui soit faisable et rentable. Et après 6 mois, on l'a trouvé ce modèle. Je vais vous en parler dans quelques instants avec des chiffres qui sont plutôt très encourageants et très enthousiasmants. D'abord, vous donner 2-3 impacts qu'on a constatés côté client dans cette formule d'abonnement. L'abonnement moyen auquel nos clients souscrivent entre les 20, 40 et 80 euros était de 36,25 euros. Sur 6 mois, ça fait un total de 217,05 euros en moyenne par client. Bien, les clients auront utilisé en valeur vente des produits pour 5 fois 80 ce montant-là, donc pour 1263 euros. Donc, le client a payé 217 euros pendant 6 mois, il a utilisé des produits en moyenne pour 1263 euros. Donc ça lui a coûté beaucoup moins cher que l'achat. Et on a aussi constaté qu'en 6 mois, les clients ont fréquenté autant d'univers que sur 12 mois quand ils achetaient les produits les années précédentes. Et ça, c'est en traçant les cartes clients, enfin, c'est pas une moyenne, c'est avec des identifiants. Donc, impact pour le client, la formule d'abonnement semble permettre de pratiquer ou découvrir plus de sport et bien moins cher que l'achat. Et encore 2-3 petits chiffres. On a mené une enquête auprès de nos clients. Il y a 93% des clients qui étaient très satisfaits, alors qu'on l'a fait vraiment avec des outils très bricolage. Il y a 88% d'entre eux qui étaient prêts à nous recommander à leurs proches. Et on a même constaté qu'il y a 24% des clients qui n'étaient pas des familles. Donc apparemment, ces formules d'abonnement semblent intéresser aussi d'autres profils. Ensuite, les impacts côté Decathlon. D'abord, ce sont évidemment enfin, ça on le savait, on n'a pas besoin du test pour le constater, mais ce sont des investissements en stock qui sont évidemment importants. On reste propriétaire du stock. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas du tout le modèle dans lequel on est aujourd'hui, donc c'est quand même déjà sur ce point-là très transformateur. Deuxième impact, c'est qu'on a trouvé la clé du modèle. Pour faire court, mais c'est pratiquement que ça, il s'agit de développer, de gérer et d'optimiser le stock. Pour être un peu plus concret, c'est de faire en sorte que la valeur de ce stock, la valeur retail de ce stock, la valeur retail d'occasion et ou du potentiel abonnement, usage, location, reste toujours supérieure à la valeur d'achat des produits plus frais de stockage. Je vais y revenir tout à l'heure de manière un peu plus précise, mais sachez qu'on a l'intime conviction que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, ce sont des choix, des décisions, des process et des données à collecter et à traiter de manière intelligente. Autre impact et non des moindres pour le modèle comme celui-là, c'est qu'on a constaté sur base de toutes les données qu'on a captées pendant le test, si on parvient à maintenir la valeur de ce stock au niveau dont je vous parlais, ce modèle a un potentiel de rentabilité 10 fois supérieur au modèle dans lequel on est aujourd'hui. Je dis bien 10 fois. Et on a tiré toutes nos lignes dans des business plans en précisant que l'intention
mon intention et celle de Decathlon n'est pas de trouver un modèle plus rentable, il est de trouver un modèle plus écologique, mais ces gains de rentabilité, enfin ce multiplicateur, qu'il soit de 10, de 8 ou de 12, peu importe, juste une petite ligne, si tous les coûts devaient doubler simultanément, on resterait toujours avec un modèle 3 fois supérieur, un potentiel de rentabilité 3 fois supérieur au modèle actuel. Mais ces gains de rentabilité, il s'agit vraiment de les partager avec les clients en réduisant le prix des locations. Par exemple, la Vespa Patagonia, dont je vous parlais tout à l'heure, un moment déprécié, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, ces gains de rentabilité seraient partagés avec toute la chaîne. Donc, en fait, ce modèle plus écologique, on peut le rendre attractif par les prix. Et petit constat, dans les enquêtes qu'on a pu mener sur ces sujets chez Decathlon, la majorité des gens ne sont pas prêts à changer leur mode de consommation pour des raisons écologiques. S'ils le font, ça sera plutôt pour des raisons économiques. Autre impact qu'on a mesuré pour Decathlon, c'est un nouveau type de relation avec les clients, beaucoup plus riche en données qui sont exploitables. Et enfin, un dernier impact dont je vais vous parler, c'est que c'est un changement de paradigme colossal pour une entreprise comme Decathlon. C'est très, très transformateur, ça bouscule tout. Les KPI, l'objet social, les mandats, les process, absolument tout. Donc, ce n'est pas forcément simple à mettre en place malgré les chiffres encourageants de ce test. Et c'est une approche qui fédère beaucoup de monde chez Decathlon. Je pense que ça devrait donner pas mal de chances de succès, de voir le succès se déployer à grande échelle. Et on est à deux doigts d'y aller. Et c'est une approche systémique en fait. Elle met absolument toute la chaîne en mouvement, de la conceptualisation au retail. Alors, une dernière chose, et pour venir redonner, et à la clé du modèle, en fait, qui repose sur notre capacité à capter ces données, à les structurer, à les partager. Je vous disais tout à l'heure, la clé du modèle, c'est notre capacité à gérer et à optimiser un stock, faire en sorte que la valeur de ce stock reste toujours, occasion ou potentiel usage location, reste toujours supérieure à la valeur d'achat. En fait, la clé derrière cette clé, c'est très simple, c'est de se mettre en mouvement, de mettre tout le groupe en mouvement vers la conceptualisation et la production de produits immortels, de plus en plus durables jusqu'à immortels avec des garanties à vie. Et là, le seul moyen d'y arriver, c'est de capter des données, en fait. Aujourd'hui, chez Decathlon, on a très, très peu d'idées sur la durée de vie de nos produits, en fait. On les a bien testés en laboratoire avant de les vendre, mais on n'a pas testé ça dans un modèle usage. Dans ce modèle ici, on reste propriétaire des produits. Ils vont systématiquement nous revenir. Et donc, les données, on en a besoin pour tracer nos produits. Où sont-ils? Quelle est la partie du stock qui est chez nous, qui ne l'est pas? Quels sont les produits qui sont les plus utilisés dans ce modèle-là pour mettre les marques en mouvement vers ces premiers produits les plus utilisés. Dans quel état nous reviennent les produits, après combien d'utilisations, après combien d'utilisateurs, quels sont les coûts de reconditionnement, etc., etc. Ce sont toutes les données qui vont mettre le groupe et les marques en particulier vers les décisions les plus efficientes. Donc la donnée est vraiment au cœur de ce projet. Oui, c'est évidemment que ces données vont aussi nous aider à mesurer l'impact écologique et l'améliorer. Et enfin, c'est une demande des clients aussi de pouvoir nous aider à tracer les produits qu'ils ont chez eux à travers une application qui mettrait tout ça en évidence. Voilà. Merci Luc. Alors juste d'un point de vue technique, ça veut dire que les puces RFID qui mourraient à l'acte d'achat vont survivre plus longtemps pour pouvoir réutiliser de la donnée produit a posteriori dans des modèles comme ça. Donc il y a aussi des évolutions technologiques qui vont avec ça. Alors, on est une conférence encore assez française, mais l'objectif de Karen et Pascal qui ont monté cette conférence, c'est d'en faire une conférence européenne, rivalisant avec le NRF américain. Donc voilà, il m'a semblé tout naturel de demander à Ilias, qui est à la Commission européenne. So I will switch to English, because Ilias speaks English. I hope that he has understood what was just said by Luc and Nathan. So Ilias, for me, is a kind of, I would say, invisible hero, because he's one man at the European Commission able to make the connection, which was not easy in the Commission, which has a lot of vertical DGs, to make the connection between green and digital. And this connection, I think, is very important. This is one of the main topics of the future years. And probably from the Green Deal to what would be the future regulation on digital product passport, Ilias will explain a little bit the aim of the European Commission, and maybe you will understand that in addition to this
I would say, individual initiatives. We need a regulatory framework to be able to transform the way we consume. So this is a bit the role of Ilias. Thank you very much, Ilias, for being there. I hope that the techniques will be with us. Thank you and welcome. Well, thank you for the invite. Can you hear me? Can you hear me? So, bonjour. I don't know if you can hear me, Francois. Yes. So thank you very much. Thanks for GS1 to be always on the forefront of this sustainability effort. And before I start talking, I want to say congratulations to Luke. What I just heard was marvelous. I mean, it's a music to our ears. Huh? So we are pushing to kind of go to product as a service. And I think Decathlon took it to another level. That is wonderful. And they really meant, what I hear is that they really took the sustainability in a full sense. So they are trying to see how the new product as a service is profitable, so economic dimension, how it's ecologically more sound, that makes sense, and how it's also socially equitable and better. So that's the three dimensions of sustainability. So very well, and I will try to follow up maybe with Decathlon on bilateral basis. Now to Nathan, I would like to say that he should really watch what's coming up from our store. There are three initiatives, three legislative proposals that will be of interest to everybody maybe in the room. And that is the one that is already adopted, and that is called Empowering Consumers in the Green Transition. That's done with my colleagues in DigiJust. There is one that I'm working on, that's Sustainable Product Initiative. I'll talk more about that. But that one will be also joined by something called the Green Claims legislative proposal, where we will try to actually put a little bit of an order what and who can claim anything to be ecological or sustainable. So that there is a pleiad of labels and misinformation that we actually looking into who can claim what and how it has to be justified. So 2 words on where I come from. We, for several years, I'm trying to make the link between the digital agenda and the green agenda. In the past, those two were split in our house in parallel universes. So there were people that were working on the digitalization in the Commission, in member states, in the ministries, on regions, and they were kind of oblivious what is happening on the green agenda. And then you had the green part of our house, DG Environment, DG Klima, doing their green agendas. But those two were very little connected. So I and my colleagues, we have kind of a task force, try to link those two worlds and try to see what is that these have to do together. Those two mega trends must support each other. Otherwise, there is no way we can go to green. So there is no green without digital. That's, I can tell you right away. If we don't use smartly digital, and you've heard the previous speakers, we will never be able to do the transition to circular economy or even to tackle climate change. On the other hand, ICT has a footprint, and I, in my colleagues in DigiConnect especially, we are looking how to minimize the footprint of ICT, working on data centers, on the material efficiency, on the electronics and the materials behind that, on the e-waste, especially this, the biggest problem is the e-waste, how to minimize and drive it to zero together with the other industries. Okay, so there is a lot that we're doing on the nexus of green and digital. But for today, I would choose the silver bullet, and the silver bullet is make digital to enable circular. If I had to choose one silver bullet, and that's my favorite one, how do we use digital to enable circularity? And you just heard perfect examples in the past from the previous speakers. Without digitalizing the value chain, without sharing information across the value chain, it will be very difficult to achieve circularity. And this is where we go with our sustainable product initiative. The ultimate goal is that on European market, ultimately, the only offer that people will be able to buy as products will be sustainable products. So we want to move the whole economy to sustainable products. That requires huge underlying
data sharing, tracking, tracing, capturing data and sharing it across the value chain. When we discuss this in the Commission, the Green Deal and the circular economy, for the first time, I have seen 20 departments, imagine 20 ministries in the same room saying, this changes my mandate and the way I do business. And I'm sure that when Luke did that in Decathlon, for the first time, he had to talk about things he could never imagine, from supply chain all the way to, repairs and refurbishments. And if I'm not talking also recycling, of course. So this completely, in French, bouleversé the whole kind of status quo of the department's mandates. So now we're trying to see this red line through the market. So we are talking to the supply chains and we are saying, what can we capture? Where does the material come from? How can we verify this? And of course, we have a lot of legislations on conflict minerals, on child labor, and all of those colleagues that are behind those directives want to monitor, want to make sure that we can get data that can actually guarantee that the product has been sustainably sourced. We have a lot of SMEs that are preparing parts, they are doing components, they are kind of the ecosystem of the larger manufacturers. And what they are being pushed by larger manufacturers, because larger manufacturers and the CEOs of many of those companies that we talk to, they are very keen to show that they are sustainable. So now big companies, they know that they will not survive if they are not sustainable. And they are now pushing down the supply chain, the request for information. So the preferred suppliers are those that can verify and send information to manufacturers. Where does that component come from? And have all the attachments of the information around that component on material. And that includes not only the sourcing of the material, but also the footprints, the ecological footprints. And there we try to standardize, so not everybody makes their own calculations, that there is some kind of a standard in calculating those footprints. Now, what is good for the manufacturers or even essentially retailers is that they will get the information kind of adding up the footprint of a product that they will end up selling. They have a trusted information. So for example, the benefits of something that I'm slowly describing as a digital product passport is that the resellers will be able to interact with the consumers and give them a verified and trusted information. Where does the material come from? How much of recycled material is in there? What is the footprint? And what are other sustainability or green attributes? They will be able to basically capture information on both sides, coming from the manufacturers and the suppliers, but also be able to interact with the consumers and with the repairers. Now that means that they may actually enter, you as resellers, may enter into new kind of data businesses or new kind of business of repairing and refurbishment. So I don't know if Decathlon already thought about that, but you may actually create new departments that are the repair and refurbishment of the things that are coming back to you after being used. Those are jobs that are completely new type of opportunities. Now you can outsource it, you can bring it home, but those are new job opportunities for you and the whole ecosystems of SMEs around you if that is outsourced. There is a much better exchange with brands and all the way to recyclers. So there'll be so much more traffic that you as the reseller, because you are kind of in the center, because you are the front end interacting with the consumer, that you will have much better view of what is happening with the product, where it came from, what is in it, but also you'll have a view how it's used for the second time, what is the refurbished material and what is the refurbished product about, and where and how it should be the end of life handling with the recycling. So you, for us in the Commission, you play kind of critical role when it comes to circularity, the recycling. And that's why I'm here, because I would like to learn more, and I've been already listening a while. And
try to interact with the recycling business in a way as a critical component. We see this creation of this information exchange across the value chain. We call it digital product passport. We are talking to several stakeholders. Of course, GS1 is one of them because they are maybe the most experienced, being in the business of kind of having information behind the product in a standardized form. We are talking to different stakeholders and we are thinking to work as follows. We would like to introduce in March kind of a legislative proposal establishing the concept of digital product passport. That concept would attach to something that you may already know, and that's the Eco-Design Directive. So we have an Eco-Design that we are now enlarging to consider not only energy efficiency, but also material efficiency. So the Eco-Design will be enlarged for many categories of products. And in order to make sure that we can actually trace and track and kind of verify the information and share that information, there will be an introduction of this concept of digital product passport. The digital product passport will have some attributes and some, let's say, types of data that will be common to all products. And that will be basically the unique identifiers, localizers, and that's why we talk to GS1, because they have big experience with that. There'll be some attributes that deal with sustainability, materials, end-of-life handling, repair, and those then will exactly how and what it will be for each product will be done in a secondary legislation. If you know what that means, we will kind of create the concept, and then every legislation that deals with that product, call it textile, consumer electronics or electronics, plastic packaging, batteries that we already have, each of those product categories will actually go with all the stakeholders to design which information will be captured by whom in a decentralized manner. Everybody will keep the information basically as owner, but we will have a registry, some kind of a URL with a unique identifier that will be able to access it. And the most important will be cybersecurity, of course, secure access and access rights. Who can see what? Because we cannot cross the lines of trade secrets, IPRs, and other things. So it will have to be per product, along discussions, what makes sense for business, sustainability, and social issues. That means sustainability as a whole. This is still what we're working on batteries and electronics. We will have a call for proposals. So I have actually written a call that we will put 2 million for groups of 3 product categories: electronics, batteries, and a third one of choice, textile, plastics, and others, to agree with all the stakeholders to sit down and agree which data can be captured, with what access rights, with what data standards, what kind of communication standards, and with what security technology and architecture of technology. So this is coming up very soon. I mean, it's already open as a call for proposal. If anybody is interested, I can send you the link. We will have an information day for that on the most probably on the 13th of December. So that in kind of a nutshell. But I'm also open. Vous pouvez parler en français si vous voulez demander quelque chose. Je suis ouvert pour votre question. Merci. Allô? Allô? Ah, voilà. Thank you very much, Ilias. Always passionate. I hope that everyone understands that the ambition of these two guys is similar at another level, which is at the European level, with the European Commission trying to drive the change. Of course, there are two ways. You have initiative and constraints. But in this case, the challenge is huge. I mean, imagine having all this information about the products, their components, and so on, available to make up your choice as a consumer. And this is the challenge that the European Commission wants to open, step by step. But within the 10 years, we will be able to have this information, and data will be fundamental to do that. And as Ilias said, we will need to share the same language. This is probably why I'm on stage today. But what is interesting is probably these guys are already before the regulation,
But I think this is very important for retail to move and to be able to transform their model that was so successful in something that looks like the future that has been described by Elias. We have, let's say, 10 minutes for questions. Probably, Elias, in 7 minutes you have to move to another call, I know. If there are questions in the audience, whether in French or English, I don't know if we have a microphone, if someone wants to ask a question. If not, I will ask questions. You're shy because you have to speak English? No? Okay, maybe one question, Elias. What are for you the fundamental criteria that you imagine we will have on this digital product passport? I know, for instance, the challenge of raw materials. If I take the example of Decathlon, you have textile, you have different raw materials that you have to recycle. What are for you the big challenges for these raw materials that are shared by many different industries? The verification of data along the value chain, because what we're talking about here is the whole world giving us a data. So whatever we do as a European law, why would anybody in Southeast Asia care about what we have as a law? To what kind of data, in which data standards? So that would be challenge. How do we make the whole world to kind of chip in? And that's why the big manufacturers, the big importers and big resellers can make the difference. Because if they demand for me to, and the big platforms, of course, as well. So if they demand that we want this information, otherwise we will not deal with you as a supplier, there is a way to do that. On the other hand, there should be also win-win from them. So that is one thing. How do we get the standards and data actually to be put in? And remember, in automotive, the whole world of automotive supplies and the components and the spare parts has been automated since beginning of 2000s. It took 5 years. So the 5 years of data were kind of discarded because not of good quality. And after 5 years, it started working. And we're talking about 190,000 suppliers to the few big automakers, okay? So now imagine that being recreated maybe in the textile sector, in electronic sector. That will take time. It will take time, and the verifiability of that data will be another problem. So those are the challenges we have now. First, data standards, and that's why we will work with you and many other standardization organizations. The technical infrastructure to make sure that we give to every small, medium enterprise kind of a cloud as a service, because if we ask everybody on the value chain to say, you have to host information and you have to access information from this secure system, many of the SMEs don't have a clue what that means and how to do it. So we have to provide everybody with very easy ICT infrastructures for them to do that. So that's why we work with the Gaia X and the European Cloud Infrastructure Services. So that's a challenge on the technical means to make sure that we are socially, that we actually give access to everybody. We have a level field for everybody equal. And the last is the security and trust, of course. That's the challenge. How do people trust? Because big manufacturers, those that actually have most of the data, are afraid of their secrets being leaked. Thank you. There is a question from the audience. Thank you very much, Mr. Iacovidis. I have a nasty question for you, which is, why do we need a European regulation if virtuous companies like Decathlon or Lafourche are providing to consumer options to use or buy virtuous products? Right. We want to make sure that this information is not siloed around ecosystem of one big company. And because we're talking about internal market, we're talking about making sure that everybody can benefit from this information exchange on making products sustainable. So it's not in the hands of few companies that can push vertical supply chain to behave as they want. So that we kind of create level
field for competition in this. Otherwise, if whoever designs product passport for his vertical field, that can be kind of monopolistic view. And then we have a fragmentation. If everybody does it in a different way, that will lead to non-comparability for consumers, because you can standardize the exchange of data with your own calculations for Decathlon, somebody can do it for Amazon, somebody can do it for Carrefour. So we need to make sure that there is some kind of a, standard in comparing these things. Can I just add something on this? I think usually you'll have both ways. Like you have like initiatives that are like private that can basically shape the future of the full industry, and really like you like try to push things that are a bit ahead. Like just let's imagine I'm just like taking back the EcoScore example. We as La Fourche can push. We've been like pushing the EcoScore for almost a year. The French government is now thinking about like implementing an EcoScore. If like the European Commission in 2 years is saying now in Europe the EcoScore, like the equivalent to EcoScore is mandatory in every country, the impact will also like be like much wider and bigger. So I think usually what you want is have like private leading maybe a bit in terms of initiatives, but the public sector and the policymakers also be able to really like push this to a different scale. Thank you, Nathan. Another question? Let me just add that we are not in the operation, so Commission will regulate to make sure that standards, there is no fragmentation of market, there is no capture, there is competitiveness ensured, but it will be all run and kind of taken care of by the private sector. So Commission is not there to establish the databases, to run and to decide. We just want to make sure that there is an environment that everybody can, thrive in. And that is sustainability, competitiveness, profitability can be ensured by the private sector. Peut-être Luc, une réaction, comment ce cadre réglementaire qui finalement va dans le même sens que les initiatives que vous faites, comment vous voyez l'impact que ça peut avoir? Est-ce que c'est une nécessité aussi pour finalement tout le monde se transforme? Comment vous voyez finalement cet objectif commun d'une certaine manière que ça signe le monde politique et le monde du business? Une réaction à chaud et qui est très personnelle en fait. Je parle en mon nom, moi, en celui de Decathlon. C'est que je suis personnellement intimement convaincu des opportunités qu'ouvre le partage et la coopération. Et bon, c'est plus simple de partager et coopérer si on parle le même langage, évidemment, et si on utilise les mêmes outils. Donc moi, j'y suis entièrement favorable, évidemment. Une autre question? Moi, j'ai une dernière question pour Nathan. Et voilà, on a un défi énorme, on le voit avec une transformation très significative, pas que du retail, mais plein de secteurs. Voilà, quel élément qu'il faut craquer pour que ça passe à l'échelle, à votre avis? Qu'est-ce qui est dans la transformation d'un grand groupe, d'une grande entreprise, ou quand on est à l'échelle d'une plus petite initiative à cette échelle, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, c'est quoi l'élément qui fait que ça prend une proportion significative pour véritablement, parce qu'on en est loin, transformer les modes de consommation? Moi, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a toujours un élément économique qui entre en compte, malheureusement, et que en fait, moi, je parle vraiment sur la partie écologique, c'est que l'élément écologique pur n'est pas forcément un argument seul qui peut faire justement shifter une industrie, mais du coup, dans ce cas-là, dans le cas de Decathlon, avoir en fait une proposition de valeur qui est à la fois bénéfique économiquement et à la fois bénéfique écologiquement, c'est souvent ce qui va vraiment déclencher justement un changement systémique. Donc, je pense qu'en fait, il faut justement arriver à craquer des modèles où en fait, les deux se combinent et on peut avoir en fait, des modèles qui permettent vraiment d'aller plus loin justement sur ces deux volets-là. On a le sentiment vraiment d'avoir trouvé un modèle qui est très attractif par les prix. Donc je pense que sur le modèle, on a craqué le potentiel, il est là. Il y a les enquêtes menées en France, par exemple, il y a 9% de la population française qui serait prête à souscrire à des abonnements pour le matériel sportif. Donc je pense que le modèle, on l'a trouvé. Ce qui est aujourd'hui, ce qui va nous aider à craquer et à déployer, c'est que c'est un modèle tellement transformateur, qui bouscule tellement tout qu'on est face à plein de résistances, en fait. Plein. Bon, merci. Thank you very much, Ilias. You can now switch to the next conference.
Thank you very much. Merci à tous les deux. Juste en conclusion, voilà, je pense qu'on aura largement dans les années qui viennent l'occasion de reparler de cette transformation de modèles assez propriétaires et verticaux vers des modèles beaucoup plus fonctionnels de partage de la valeur, et ce que disaient Luc et Nathan était pour moi très intéressant, ainsi que le cadre réglementaire qui va un petit peu nous y pousser aussi. Donc merci d'avoir été ici et merci encore aux intervenants et bonne fin de journée. Merci.